C'est pour cette raison que j'ai choisi aujourd'hui de revenir sur l'usage de ce concept nommé organisation intramoïque par Amorim. Et je commencerai donc par une courte définition que vous pouvez donc trouver dans le manuel clinique de psychanalyse du RPH, qui est la section qui porte sur le masochisme, pour qu'on sache un peu déjà de quoi on parle. Donc, les organisations intramoïques se composent de la résistance du surmoi et de son bras verbal, le grand hôte non barré. Donc, que vous avez vu voilà, sur le schéma intramoïque, parce qu'ils sont donc dans le moi. La résistance du surmoi, elle se repère dans les actes de haine agis contre soi ou l'autre. Et l'autre non barré se repère dans les paroles haineuses envers soi ou l'autre. Ce sont ces organisations intramoïques, donc, qui sont composées et du grand hôte non barré et de la résistance de surmoi, qui accablent le moi, et ce dernier consentant à s'y soumettre. À chaque lecture que je fais relevant du champ de la psychanalyse, je suis toujours interpellée de voir combien ce concept peut faciliter le travail du clinicien. J'ai grandi dans ma vie clinique en l'ayant déjà dans mon bagage. Plus précisément, j'ai débuté ma pratique en étant tout de suite sensibilisée par Amorim aux effets de la résistance du surmoi. Pourtant, c'est en reprenant mes notes que je mesure combien cette, alors là je vais donner une petite définition du terme concept, faculté, manière de se représenter une chose concrète ou abstraite, résultat de ce travail, représentation, eh bien ce concept me rend bien service au quotidien. C'est aussi dans les échanges réguliers lors de réunions de travail de notre école que je perçois combien celui-ci est devenu incontournable à saisir. En effet, il est précieux afin d'affiner l'usage de la méthode et des techniques et maintenir la cure sur la route de fond, selon la métaphore maritime utilisée par Amorim. Or, actualiser la psychanalyse, c'est bien toujours remettre l'ouvrage sur le métier pour affiner la direction de la cure et sa transmission. Un tel projet nécessite de savoir repérer les effets des organisations intramoïques et comment utiliser les techniques afin que ces organisations ne viennent pas empêcher le retour du matériel inconscient ou ne précipitent pas l'aide dans le vide. Cette puissance de destruction soulève nombre de questions et peut même parfois provoquer une inquiétude chez le clinicien. En effet, ces injonctions issues des organisations intramoïques, Freud nous l'indique dans son travail sur le masochisme, se soutiennent d'une recherche de punition qui peut aller jusqu'à anéantir sa propre existence réelle. Face à une telle puissance, il me semble très léger de penser, tel que je l'ai lu dans un guide publié en ligne en 2021, intitulé « La téléconsultation en psychologie, un outil clé pour la santé mentale ». C'est une question. Proposé par la plateforme Doctolib et rédigé avec l'aide de 2 psychologues, que pour s'adapter à l'usage de la téléconsultation, pour les psychologues, donc, il est recommandé de finir les séances sur une note positive. Je les cite. De la même façon, l'absence de trajet post-séance empêche peut-être le patient de se recueillir et de s'apaiser avant de retrouver le fil de ses obligations quotidiennes. Il est donc d'autant plus important de terminer la conversation sur une note positive et cordiale. On notera d'ailleurs que c'est une conversation. J'ai été vraiment saisie en lisant ces mots du fossé qui sépare encore aujourd'hui une certaine pratique de la psychologie de ce que la psychanalyse apporte. J'ai aussi perçu cette indication comme la trace possible d'une alerte chez ces professionnels, une forme d'inquiétude de celui qui écoute la souffrance. Il n'était pas précisé vraiment la portée de l'indication. Est-ce que c'était dans l'idée de se prémunir contre un acting out ou une simple tentative de vouloir apaiser le moi? Lorsque je parle d'inquiétude, c'est que face à la tempête clinique, le clinicien n'est pas toujours confortable, pas toujours parce qu'il le devient davantage au fil de son expérience s'il a reçu une formation solide, et pourtant il doit assumer ses interventions. Ces dernières, Jacques Lacan a insisté sur le fait qu'elles ne peuvent être du côté d'une orthopédie, d'une visée éducative, ou encore, comme je viens de le souligner, du côté d'une bonne intention. La psychanalyse n'est pas non plus une psychologie du moi, un moi qu'il faudrait renforcer. S'il y a autant à insister, il me semble, c'est bien parce que, à se laisser tenter de guérir ou de rectifier, le clinicien peut en arriver à renforcer encore la jouissance qui s'exprime par les organisations intramoïques. C'est aussi le risque encouru s'il n'intervient pas au moment où il le devrait. Toute tentative de résoudre la question du désir par une précipitation du côté du conseil ou de la tentative de consolation reste dans la droite ligne de la relation imaginaire et non d'une castration par l'autre barré. De même, rester en silence donc, tout au long d'une séance ne protège en rien le clinicien de l'erreur technique. Ce silence pourrait même coûter la rupture du transfert. Le silence est un acte clinique à part entière. Lacan nous dit d'ailleurs lors de l'ouverture de son séminaire «
L'idéal de l'analyse n'est pas la maîtrise de soi complète, l'absence de passion. C'est de rendre le sujet capable de soutenir le dialogue analytique, de parler ni trop tôt, ni trop tard. C'est à cela que vise une analyse didactique. Selon mon expérience, si la psychanalyse personnelle a un aspect didactique, c'est avant tout qu'elle nous oblige à reconnaître notre goût pour la tristesse et la destruction. Ensuite seulement, le clinicien peut commencer à repérer où se situe la parole du patient au psychanalysant sur le schéma de l'appareil psychique et, concernant son acte, à savoir ce que visent ses interventions et depuis quelle position il parle. Comme je l'indiquais, Amorim a fait ce pas de prendre donc très au sérieux l'usage du terme de résistance du surmoi chez Freud, cette 5e résistance nommée par ce dernier dans Inhibition, symptômes et angoisse. Freud a étudié nombre d'expressions de haine présentes chez l'être parlant, qu'il l'aborde du côté du transfert, d'un au-delà du principe de plaisir ou par la voie du masochisme. Il est avant tout question de la manière dont chacun peut s'organiser pour saboter l'expérience d'être venu au monde, son existence. Dans cette recherche, une certaine ambiguïté concerne l'instance du surmoi. C'est dans Le moi et le ça que Freud nous indique que le surmoi est une partie du moi qui se tient en permanence proche du ça. Dès le départ, ce surmoi lui apparaît avoir un double positionnement. Cette instance, dit-il, n'est pas simplement un résidu des premiers choix d'objets du ça, mais c'est une instance qui a aussi la signification d'une formation réactionnelle et énergique contre ceci. Le surmoi est un produit du complexe d'Oedipe dont Freud nous signale qu'avec l'idéal du moi, ils forment ensemble la représentance de notre relation aux parents. Aujourd'hui, avec les apports de Jacques Lacan et de Amorim, nous pouvons dire que c'est une instance apaisante qui rappelle au moi la parole de l'autre barré. Le surmoi a la fonction de signaler des limites, notamment celle de l'interdit de l'inceste. Freud ajoute que cette instance s'exprime surtout, je le cite, comme critique, le sentiment de culpabilité étant la perception dans le moi correspondant à cette critique. Ici, puisqu'il parle de sentiment de culpabilité, cela nous indique qu'il s'agit plutôt de la résistance du surmoi. Donc toute l'ambiguïté dont je parlais est que le surmoi semble chez Freud autant une instance qui vise l'apaisement par la castration symbolique, puisqu'il signale les limites, qu'une instance redoutable, puisqu'elle peut devenir extrêmement sévère, la culpabilité pouvant nourrir la recherche de punition, jusqu'à la mort, comme on l'a pu le voir. Lors de la séance du 6 mars 1957 de son séminaire, Lacan parle également du surmoi que l'on trouve à la fin du complexe d'Oedipe, instance de la conscience morale, mais dont il dit qu'elle peut être incarnée sous les formes les plus diverses, les plus grimaçantes. À la suite, il ajoute « Ce surmoi tyrannique, foncièrement paradoxal et contingent, représente à lui seul, même chez les non-névrosés, le signifiant qui marque, imprime, laisse le sceau chez l'homme de sa relation au signifiant. Il y a chez l'homme un signifiant qui marque sa relation au signifiant, et cela s'appelle le surmoi. Il y en a même beaucoup plus d'un, cela s'appelle les symptômes. Ce que j'entends ici, c'est que le surmoi, tout comme sa résistance, ne sont pas en dehors du champ symbolique. Les expressions de cette instance et de sa résistance sont donc à traiter par le patient psychanalysant comme des expressions de sa relation à l'autre, barrée ou non. Déjà en 2008, dans son livre « Tentative d'une clinique psychanalytique avec les malades et les patients de médecine », Amorim évoque la résistance de surmoi, dont il nous dit que c'est avec l'appui du transfert et du désir de savoir que, je le cite, le moi peut interpréter la maladie organique comme une preuve de l'existence de l'action de la résistance de surmoi. Ici, nous voyons qu'il nous invite à nous concentrer essentiellement sur ce qui se déroule au niveau de l'appareil psychique. Il ne s'agit pas de parler ou d'écouter l'être souffrant uniquement, mais de créer un dispositif, la mise en place du transfert et le désir de savoir du psychanalysant, qui permettent au moi de reconnaître combien il n'est pas maître en sa propre maison. Ce qui n'est pas encore précisé dans cette citation, c'est que cette interprétation nécessite d'en passer par l'autre barré. Le dispositif psychanalytique permet de travailler avec le malade, le patient et le psychanalysant, et éloigne le clinicien d'une lecture qui se voudrait intersubjective, liée au contre-transfert, en effet, ou encore transgénérationnel. Ce dispositif écarte également toute possibilité de vouloir comparer M. A avec M. B. C'est une spécificité de l'objet d'étude de la psychanalyse qu'est le désir. Si la représentation des instances de l'appareil psychique, la topologie, peut être commune aux êtres parlants, ce qui va s'y dérouler en termes de dynamique et d'économie libidinale sera singulier.